Alors, je déclare ouverte cette seconde séance de Hangout de notre MOOC Droit des contrats de travail. Je suis ravie de vous voir encore, je vous aperçois sur des petites pastilles sur mon écran. C'est très agréable de vous voir. Et donc, bienvenue à ceux que j'ai sur l'écran, mais bienvenue aussi à tous qui sont derrière leur écran et qui nous écoutent. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, deuxième hangout consacré cette fois-ci, vous le savez, au thème de la semaine numéro 2, c'est-à-dire aux questions relatives au contrat à durée déterminée. C'était une semaine un peu compliquée, parce que c'est quand même un sujet qui est relativement, on va dire, ardu, l'histoire des CDD. Et donc, on va largement revenir sur un certain nombre de questions ce soir. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais faire deux petites observations. D'abord, je voudrais remercier énormément une des participantes au forum. J'espère qu'elle est là, qu'elle nous écoute. Elle s'appelle Florilège. Alors Florilège, c'est pas son vrai nom, c'est son pseudo. Mais alors Florilège, elle intervient toujours. Elle répond, mais de manière absolument parfaite à tout le monde, et vraiment, elle était déjà là lors du premier MOOC l'année dernière, Florilège. Elle est extra. Et donc, un immense merci, Florilège, pour toutes vos participations, qui sont vraiment en plus d'une grande qualité. Deuxième chose, oui, sur une question technique, vous avez été assez nombreux à nous faire part d'une erreur qu'il y avait sur le corrigé d'un QCM de la semaine numéro 3. C'est le QCM, enfin la question numéro 3 du QCM numéro 3. Effectivement, il y a une erreur qu'on n'arrive pas à s'expliquer, mais bon, c'est comme ça, une erreur technique qui a donné un mauvais corrigé par rapport aux réponses qui étaient bonnes. Alors, cela a été corrigé. Concrètement, tout a été remis. La bonne réponse ou les bonnes réponses ont été remises comme il faut sur Fun. Et donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu de points parce qu'ils avaient répondu à cette bonne question qui au départ n'avait pas été prise en compte, les points vont être remis. Vont vous être remis automatiquement. Donc, pas d'inquiétude, ça a été pris en compte et cela va être arrangé si ce n'est pas déjà. Donc, ça va être arrangé. C'était la question numéro 3 du QCM de la semaine numéro 3. Voilà, les deux petits points que je voulais voir avec vous avant de commencer notre cours. Enfin, notre cours, c'est pas vraiment un cours, là, c'est un hangout, mais bon. Alors, il y a eu plusieurs questions récurrentes qui sont apparues sur le forum s'agissant donc des CDD, et j'aimerais tout d'abord effectivement reprendre sur la question d'ailleurs qu'évoquait une participante là à l'instant, sur le délai de 48 heures qui est prévu par le Code du travail en matière de transmission du contrat à durée déterminée aux salariés. Le Code du travail dit précisément que l'employeur a un délai de 48 heures ouvrables, c'est-à-dire 2 jours. Ouvrable, ça veut dire qu'on tient compte du samedi. Les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi. Donc, l'employeur a un délai de 2 jours ouvrables pour transmettre le contrat écrit aux salariés. Ça, c'est le délai qui figure dans le Code du travail. Alors, certaines conventions collectives, ou voire parfois certaines pratiques d'employeurs, visent à réduire ce délai par mesure de prudence et prévoient, par exemple, que le contrat soit signé le jour même de sa transmission aux salariés, c'est-à-dire le jour de son arrivée dans l'entreprise, par exemple. Donc là, on est... Par rapport à cette règle, on est donc sur une mesure plus stricte que ce que dit le Code du travail, mais qui est une mesure de vigilance que peuvent effectivement imposer les employeurs pour éviter des délais trop importants qui pourraient conduire, le cas échéant, à une requalification de contrat en CDI lorsque le contrat n'est pas transmis aux salariés dans les délais et que le salarié peut le prouver. Donc là, on est sur un sujet quand même qui est assez sensible et assez dangereux. J'aimerais... Oui, mais le problème, c'est que du coup, moi, j'ai beaucoup de mal. Bon, c'est pas grave. Ok, je le remets. Alors, si on m'entend mieux comme ça, je le remets. J'aimerais revenir également, toujours à propos de ces délais s'agissant des CDD, sur le délai qui est imparti à l'employeur en matière de renouvellement du CDD. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le renouvellement, mais sur le délai lui-même, concrètement, ce que dit le Code du travail, lorsque l'employeur souhaite renouveler le CDD, je ne parle pas des successions de contrats, je parle du renouvellement, c'est-à-dire du même contrat qui continue. Le Code du travail nous dit que l'employeur doit transmettre aux salariés l'avenant de renouvellement au plus tard le dernier jour du contrat initial. Donc ça veut dire que concrètement, si un contrat a été conclu du 1er au 15, le 15 au plus tard,
l'employeur doit transmettre au salarié l'avenant de renouvellement. S'il ne le fait pas le 15 et qu'il le fait le 16 ou plus tard, là encore, il y a un risque juridique majeur parce que le salarié peut faire valoir qu'il y a donc que le contrat s'est prolongé sans avenant, sans renouvellement, et cela peut faire valoir également une requalification en CDI. Donc attention, 2 délais. Au début du CDD, au début, on est sur un délai de 48 heures qui suit 48 heures ouvrables après l'arrivée du salarié pour lui transmettre le contrat. Et quand on est en matière de renouvellement, attention, c'est encore plus draconien, ça doit être transmis au salarié au plus tard, le dernier jour du contrat initial. Voilà pour les questions relatives à la transmission du CDD et au renouvellement. Alors, je reprends maintenant tout de suite la question, effectivement, dans l'ordre d'apparition, là. Question sur la rupture anticipée du CDD, et notamment donc la question de la faute grave. Vous savez qu'il y a 5 cas de rupture anticipée du CDD, qui sont donc la faute grave, la force majeure, l'embauche en CDI, l'inaptitude et l'accord des parties. S'agissant de la faute grave, effectivement, la loi nous dit qu'il est possible donc de rompre le contrat à durée déterminée avant la date de fin prévue, dès lors que l'employeur peut invoquer donc une faute grave d'un salarié. Ça suppose, bien sûr, attention, que l'employeur respecte bien la procédure disciplinaire, hein, c'est-à-dire la convocation du salarié à un entretien, etc. Éventuellement, l'employeur peut aussi déclarer une mise à pied conservatoire s'il estime que la présence du salarié n'est plus possible. Donc, la loi prévoit la faute grave pour rompre le contrat du salarié. Il est vrai que dans certains cas, certains salariés peuvent se rendre, entre parenthèses, coupables de faute lourde. Et logiquement, la faute lourde permet également, bien sûr, la rupture du contrat à durée déterminée avant la date prévue. Bien sûr, qui peut le plus, là en l'occurrence, peut le moins. Donc concrètement, le contrat peut parfaitement être rompu pour faute lourde. Mais alors attention, là pour le coup, il y a quand même une nuance, parce que le Code du travail nous dit que le CDD peut être rompu pour faute grave. Concrètement, cela signifie que les conséquences de la rupture pour faute grave seront celles de la faute grave. J'ai l'air de me paraphraser, mais ça veut donc dire que l'employeur pourra interrompre la rémunération au moment donc où la faute grave sera notifiée au salarié, et il ne devra au salarié qu'une indemnité de congé payé. L'indemnité de fin de contrat, là en l'occurrence, n'est pas due. Bon, alors quelle différence y a-t-il entre la faute grave et la faute lourde? Alors il est vrai que au niveau de ce que prévoit le Code du travail, la faute lourde permet à l'employeur de supprimer également l'indemnité de congé payé. Bon, là en l'occurrence, supposons qu'un salarié ait commis une faute qui puisse être caractérisée par l'employeur de faute lourde, c'est-à-dire de faute caractérisée par l'intention de nuire, ce qui, entre parenthèses, est très difficile à prouver. Attention, hein, il faut vraiment démontrer la volonté du salarié de nuire à l'employeur. C'est pas évident, attention. Mais bon, supposons qu'un salarié donc ait fait une faute caractérisée par l'employeur comme étant une faute lourde. S'il s'agit d'un CDD, l'employeur logiquement pourra donc rompre son CDD avant la date prévue. Mais à mon sens, cela ne lui permet pas de supprimer l'indemnité de congé payé aux salariés. Pourquoi? Parce que la loi, elle est d'interprétation stricte. Si le législateur a prévu la rupture pour faute grave, c'est pour permettre aux salariés justement de bénéficier de son indemnité de congé payé. S'il avait voulu que l'employeur puisse avoir la sévérité, entre parenthèses, d'invoquer également la faute lourde, il aurait prévu dans le texte. Donc moi, je déconseillerais aux employeurs de faire des ruptures de CDD en invoquant la faute lourde, ou tout au moins s'ils invoquent la faute lourde, qu'ils maintiennent tout au moins aux salariés l'indemnité de congé payé. Voilà, sur cette situation de rupture. D'accord? Alors, il y avait je regarde pour vos questions. Alors, j'avais aussi Marie avait un gros travail, elle a repris un peu toutes les questions qui étaient posées sur le forum, et donc c'est elle qui a préparé le panel de vos questions les plus importantes, et donc je la remercie par ailleurs d'avoir fait ce travail. Il y avait donc une autre question sur le thème suivant: peut-on rompre par anticipation un CDD à terme imprécis avant le retour du salarié remplacé
une fois la période d'essai écoulée? Donc ça, c'est une excellente question et qui est loin d'être facile. Concrètement, vous savez que dès lors qu'on embauche un salarié en CDD, pour le motif de remplacement de salarié absent, il est possible de faire un contrat avec un terme précis, mais la loi nous autorise aussi à faire un contrat avec un terme imprécis. Dans ce cas-là, ça signifie qu'au départ, l'employeur devra déterminer une durée minimale, donc une durée minimum de contrat, sachant que c'est par rapport à cette durée minimum de contrat qu'on pourra calculer la durée de la période d'essai. Bon, alors, supposons une salariée qui prend un congé parental et qui pose une année d'absence. L'employeur peut donc éventuellement embaucher un salarié en CDD à qui il peut au départ faire un contrat avec une durée minimale, mettons, d'1 mois. La période d'essai sera grosso modo de 4 jours. Bon. Une fois dépassée la période d'essai, l'employeur ne peut plus rompre le contrat avant l'expiration de cette durée minimale. Et sauf évidemment un des 5 cas de rupture anticipée possibles qu'on a évoqué il y a un instant. Bon. Arrivé à la fin de cette durée minimale de contrat, c'est-à-dire dans mon exemple, à la fin de ce premier mois de contrat, l'employeur a 2 possibilités. Soit il peut dire au revoir à sa salariée, soit il arrête le contrat parce qu'il estime qu'il va s'arranger autrement pour pourvoir au remplacement de sa salariée, même si cette dernière n'est pas rentrée. Hein, attention, donc arrivé à la fin de la durée minimum de contrat, on peut mettre fin aux relations contractuelles. Maintenant, l'employeur peut également continuer le contrat, bien sûr. Maintenant, s'il prolonge le contrat, juridiquement, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire des avenants. On considère que le contrat va se prolonger de lui-même. Mais la loi nous dit que dans ce cas-là, il se prolonge jusqu'au retour du salarié remplacé. Donc, concrètement, une fois qu'on dépasse cette durée minimale, il n'y a plus moyen d'arrêter le contrat avant son terme, sauf évidemment, si on peut invoquer un des autres cas de rupture anticipée qui sont la faute grave, la force majeure, etc. Les 5 cas que j'ai cités il y a un instant. Mais donc, il est vrai que les contraintes de cette durée minimale, enfin de cette formule de contrat, et contrat avec un terme imprécis, font que on doit attendre effectivement le retour de la personne si on a laissé dépasser donc la première période de contrat. Voilà. Donc voilà pour la réponse à cette autre question. Je peux vous voir là, je vois éventuellement si vous voulez poser vos questions par écrit. Là, ça s'affiche sur mon écran, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de précision. Aujourd'hui, je peux vous lire, pas de souci. En attendant, je continue. Marie avait répertorié une autre question sur le renouvellement du CDD. Alors, bon, moi j'ai vu à plusieurs reprises sur le forum que vous vous demandiez ce qu'il en était au juste sur le renouvellement. Est-ce que c'est un renouvellement ou 2 renouvellements? Il y a même certains d'entre vous qui disaient « mais le cours n'est pas à jour ». Bon, alors attention, si là, le cours, il est à jour. Attention, parce que dans la séquence 0, dans la semaine 0 de votre cours, j'ai fait une présentation du MOOC qui vous dit bien que entre le moment où certaines séquences ont été enregistrées et aujourd'hui, on a eu la loi Macron du mois d'août et la loi Rebsamen qui ont modifié effectivement certaines choses, et notamment la loi Rebsamen qui a modifié le nombre de renouvellements possibles pour les CDD, qui est maintenant passé à 2. Mais je vous disais également dans cette séance introductive que je mettais systématiquement sur chaque séance concernée, en dessous de la vidéo, je vous ai mis un petit mot, un petit laïus, sur chaque séance impactée par une de ces modifications récentes. Donc, là-dessus, sur la séquence sur le renouvellement de CDD, certes, dans le cours qui a été filmé, là, malheureusement, il y a quelques mois, on vous parle de 1 renouvellement possible, mais en dessous de la séquence vidéo, et sur cette séance, donc sur le renouvellement, je vous ai bien précisé que la loi Rebsamen, donc du 17 août 2015, modifie donc cette règle et prévoit dorénavant 2 possibilités de renouvellement pour les contrats à durée déterminée. Donc le cours est à jour. Et les questions que vous avez sur les quiz, le QCM ainsi qu'à l'examen, bien évidemment, concernent le cours à jour.
Maintenant, il est clair que si on a d'autres modifs en droit du travail entre aujourd'hui et l'examen, là, c'est clair que non, ça ne sera pas pris en compte, hein, évidemment. Mais en tout cas, pour les renouvellements, voilà ce qu'il en est. Donc, la loi récente nous dit que même pour les contrats en cours au moment du 17 août, date de la signature de cette loi, même pour ces contrats en cours, il est donc possible de faire 2 renouvellements. Alors attention, donc 2 renouvellements possibles donc pour les contrats à durée déterminée qui sont conclus avec un terme précis, parce que la question ne se pose pas évidemment pour les contrats avec un terme imprécis. Donc 2 renouvellements possibles dans une durée maximale, tout compris, c'est-à-dire contrat initial, premier renouvellement et deuxième renouvellement le cas échéant, une durée maximale de 18 mois, qui est donc la durée en principe normale et générale des contrats à durée déterminée. Attention bien sûr à un point de vigilance, le renouvellement ou les renouvellements ne sont possibles que lorsque le motif de recours est toujours valable. Autrement dit, si on embauche un salarié pour un motif accroissement temporaire d'activité, si à la fin du contrat initial le travail n'est pas terminé, je peux faire un avenant de renouvellement. Bien sûr. Et si à la fin de ce premier avenant, le travail n'est toujours pas terminé, je peux refaire un deuxième avenant de renouvellement. Les 3 séquences finalement de contrat, la première, le renouvellement et le second renouvellement, ne devant pas dépasser donc 18 mois maximum. Mais ça peut évidemment être beaucoup plus court, hein. Alors, je regarde pour les questions. Lors de la signature du CDD, dois-je mettre la mention « signez-le » c'est une mesure de prudence, hein, de mettre la mention « signez-le » sur le contrat, bien sûr. Mesure de prudence, si tant est évidemment que le contrat a bien été transmis dans le délai de 48 heures. Hein. Bon, mais en tout cas, le salarié, il est clair qu'il peut indiquer précisément la date à laquelle le contrat lui est transmis et la date à laquelle il est signé également. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est une obligation de marquer la date de la signature? Non, c'est pas une obligation. Maintenant, ce qu'on vous demande de prouver en matière de délai de transmission des contrats, c'est le délai de 48 heures. C'est pas la date de la signature. Le texte du Code du travail est très clair, hein. Le texte du Code nous dit que le contrat doit être transmis dans les 48 heures. Donc ça veut dire que le cas échéant, c'est ça qu'il faut être en mesure de prouver en cas de contentieux prud'homal. Il faut être en mesure de prouver qu'on a bien respecté cette règle de transmission dans le délai de 48 heures. Concrètement, ça veut dire que, allez, supposons que mon salarié commence à travailler un lundi matin. Mon contrat est prêt, tout est bon. Je lui transmets le contrat en main propre lundi matin. Et donc, je lui transmets en main propre contre décharge. Donc, le salarié me signe bien un contrat, une décharge comme quoi il a reçu mon contrat aujourd'hui, lundi matin. Mais il veut prendre un jour ou 2 pour signer. Bien sûr, il peut prendre un jour ou 2 pour lire le contrat et pour bien l'analyser. Pourquoi pas? À la limite, il peut me le rendre même à la fin de la semaine. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il faut que je puisse, moi, employeur, prouver que je le lui ai bien transmis dans le délai de 48 heures. Voilà, c'est ça qui est surtout important. Maintenant, il est vrai que, je répète ce que je disais il y a un instant, par mesure de prudence, c'est pas plus mal de lui transmettre le contrat et de le lui faire signer en même temps. C'est même mieux. C'est même mieux, bien sûr. Comme ça, vous avez non seulement la preuve du contrat signé dans les délais, mais en plus, vous récupérez le contrat signé, ce qui évidemment est fondamental. Alors, je regarde les autres questions. La durée du CDD concernant un travail exécuté à l'étranger. Alors, effectivement, là, on est sur une exception. La loi nous dit qu'on peut aller jusqu'à 24 mois. Donc, elle peut être portée, effectivement, à 24 mois. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une exception prévue par la loi. Bien vu. Deuxième question. Le salarié est-il tenu par un préavis en cas de refus de renouvellement de son contrat par lui-même? Oh là là. Non. Non, le dernier jour, à la limite, s'il refuse le renouvellement, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas de refus il n'y a pas de préavis, pardon, en cas de refus de renouvellement. Non. Non, il n'y en a pas. L'employeur, à la limite, peut attendre jusqu'au dernier moment pour transmettre l'avenant de renouvellement au salarié. Donc, par exemple, allez, on a un contrat qui a été conclu du 1er au 30. Le 30, l'employeur transmet l'avenant de renouvellement au salarié. Mais le 30, le salarié n'est pas d'accord pour signer, ça ne l'intéresse pas. Bien, écoutez, s'il n'est pas d'accord pour signer, ça veut dire que le contrat va s'arrêter le 30, et puis voilà.
hein. Il va s'arrêter le 30. Mais il n'y a pas de préavis. Il n'y a pas de préavis. Et alors l'employeur, dans ce cas-là, vous le savez, est dans une des exceptions prévues au contrat par rapport à l'obligation de respecter un délai de carence. L'employeur pourra, si c'est le salarié qui a refusé l'avenant de renouvellement, il pourra embaucher un autre salarié sur le même poste sans respecter un délai de carence. Voilà pour cette question. Alors je continue avec les autres questions répertoriées donc par Marie. J'avais une question sur les indemnités de fin de contrat en matière de CDD. Donc, est-ce que ces indemnités sont dues en cas de passage en CDI? Et autre question, est-ce que le montant de l'indemnité est de 6% ou bien de 10%? Alors, pour répondre à la première question, lorsque le CDD se poursuit immédiatement par une embauche en CDI, donc lorsqu'il y a contrat jointif, CDD et CDI, la loi nous dit que dans ce cas-là, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due par l'employeur au salarié. Et quelque part, c'est logique, parce que s'il y a donc embauche en CDI, immédiatement après la fin du CDD, il n'y a plus de précarité. Il n'y a plus de précarité. Alors vous allez me dire, oui, mais le salarié, pendant toute sa durée de son CDD, il était quand même en situation précaire. Oui, certes, d'accord. Mais bon, le législateur nous dit que dès lors que l'embauche donc en CDI se poursuit immédiatement après le CDD, il n'y a donc pas l'obligation de verser donc la prime de 10% de fin de contrat. Théoriquement, la prime de fin de contrat est d'un montant de 10%, nous dit le Code du travail. Donc à la fin du CDD, et en dehors des cas de figure où l'employeur n'est pas tenu de verser la prime de 10%, donc en principe à la fin du CDD, l'employeur est tenu de verser donc 10% de précarité d'emploi, c'est-à-dire une prime qui va correspondre à 10% de l'ensemble des rémunérations brutes perçues par le salarié pendant la totalité du contrat. Donc c'est ce qu'on appelle l'indemnité de fin de contrat. Bon, cette indemnité légalement est fixée à 10%. Mais la loi, donc le Code du travail, nous dit que les partenaires sociaux peuvent prévoir un montant inférieur à cette prime et peuvent prévoir un montant de 6%. Donc il faut qu'il y ait dans ce cas-là un accord collectif qui prévoit donc que le montant de 10% peut être réduit à 6%. Donc la loi autorise effectivement une dérogation au principe de faveur et autorise les employeurs à payer donc 6% d'indemnité de fin de contrat dès lors, attention, dès lors que les partenaires sociaux donc ont bien prévu, donc les syndicats, autrement dit, employeurs et salariés, ont bien prévu une minoration dans le taux de cette indemnité de fin de contrat. Alors la loi nous dit bien sûr que dès lors que les partenaires sociaux s'accordent sur une minoration donc du taux de cette indemnité, il faut qu'il y ait en parallèle des compensations pour le salarié notamment en termes de formation professionnelle. Mais donc effectivement c'est possible. La règle générale c'est donc une indemnité d'un montant de 10% qui doit être perçue par le salarié à la fin de son contrat, sauf exception, d'accord, comme une embauche en CDI par exemple. Et la loi nous dit également que ce montant de 10% peut passer à 6%, mais dans ce cas-là, il faut un accord collectif qui le prévoit avec des contreparties pour le salarié. Je regarde, oui. Donc les modèles de CDD de remplacement sur Fun comportent une mention, le contrat doit être conclu au plus tard le jour de l'embauche. Alors oui, dans ces modèles, effectivement, on est sur une position plus stricte pour l'employeur, c'est-à-dire que il est conseillé aux employeurs, effectivement, de conclure les CDD au plus tard le jour de l'embauche. On est sur une position plus, comment je peux dire, plus prudente, qui est proposée aux employeurs. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que donc ces contrats, en quelque sorte, comment je peux dire ça, donnent un conseil aux employeurs, un conseil qui est plus restrictif pour les employeurs que ce que prévoit réellement le Code du travail. Mais il est vrai qu'en la matière, il vaut mieux être sur des mesures ultra prudentes et notamment un raccourcissement des délais plutôt qu'autre chose, parce qu'on est vraiment là sur un sujet qui est extrêmement comment je peux dire, strict et qui ne pardonne pas au niveau prud'homal. Donc autrement dit, si on laisse dépasser le délai de 2 jours, on est mal.
on est mal parce que le salarié peut réclamer une requalification en CDI. Voilà, est-ce que j'ai répondu suffisamment bien, Nadia? Vous comprenez? Ça vous va? Oui. Je vous vois, hein, donc vous pouvez secouer la tête. C'est bon. Oui, je n'ose pas prendre la parole. Si, vous pouvez, je vous entends très bien. Mais oui, mais les micros, voilà, volontairement, Marie les coupe. Mais c'est vrai que c'était perturbant pour moi de lire cette observation qui semblait contradictoire. Et du coup, mais je comprends très bien qu'effectivement, ce soit un conseil en bon père de famille et qu'il soit prudent, effectivement, de le suivre. Mais j'avais besoin de savoir si, par rapport à la règle énoncée, c'était une contradiction parce qu'elle n'apparaît pas sur tous les contrats et elle n'apparaît que sur certains. D'où la question, pourquoi certains et pas d'autres, quoi. Voilà, c'était simplement ça. Bien, mais écoutez, ça, il faut en référer à notre éditeur. Non, mais pas de souci. Mais si, mais je vais leur en parler et peut-être qu'ils nous écoutent même. Parce que là, j'en profite d'ailleurs une fois de plus pour les remercier énormément parce qu'ils ont les éditions législatives et plus précisément le dictionnaire permanent social a mis gracieusement à votre disposition donc tous ces modèles, tous ces contrats types et ces modèles. Et donc, effectivement, je vais leur en parler. Je vais leur en parler de votre part, précisément. Parce que ça peut effectivement paraître un peu contradictoire. Mais en tout cas, là, ils sont sur une mesure de prudence. Voilà ce qu'il faut comprendre, tout simplement. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, et pour les 48 heures, c'est clair aussi? Non. Qu'est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, l'autre question, c'était sur... Non, c'était ça, oui. C'était ça, pardon. C'était ça par rapport à... Non, vous aviez une autre question sur la rupture pour la faute grave. Faute grave et faute lourde. Mais vous y avez répondu du coup tout à l'heure. Voilà. En disant qu'effectivement vous ne le conseillez pas par rapport à la faute lourde, mais en fin de compte comme la faute lourde est graduellement plus haute, exactement. C'est possible. Alors que en dessous, par contre, ça ne l'est absolument pas. Ah non, là pour le coup c'est absolument interdit. C'est absolument interdit. Effectivement. Effectivement, le paiement des congés payés à ne pas oublier. Dans ce cas-là, pour la rupture du contrat de travail à durée déterminée. Exactement. Et par contre, du coup, du fait qu'elle n'est pas explicitement prévue dans le Code du travail, la rupture pour faute lourde, l'employeur ne sera pas obligé de payer le CDD jusqu'à son terme prévu. Si c'est ça. La faute lourde, il rompera. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, il rompra au même titre qu'il aurait pu le faire pour la faute grave, mais comme la faute lourde est plus grave, donc a fortiori, la rupture sera justifiée. Mais il n'empêche que dans ce cas-là, l'employeur sera tenu de verser la prime des congés payés. Les congés payés restant dus. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Il n'y a pas de jurisprudence sur la rupture pour faute lourde d'un CDD. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle serait la position d'un juge prud'homal, mais il me semble que ce serait quand même assez étonnant qu'un juge prud'homal puisse dire que un salarié a commis une faute lourde caractérisée par l'intention de nuire, et concrètement, ce serait assez bizarre qu'il sanctionne un employeur qui n'ait pas employé la bonne formule, quand bien même l'employeur aurait maintenu la prime de congé payé. D'accord. Maintenant, à la limite, sincèrement, moi je le déconseille tout de même. Même si un salarié, aux yeux de l'employeur, a commis une faute lourde en matière de CDD, sincèrement, ne vous donnez pas les bâtons pour vous faire battre, hein, messieurs et mesdames les employeurs. Concrètement, évitez d'invoquer la faute lourde. C'est aussi bien... Et ça revient au même d'invoquer la faute grave. Et là, au moins, on supprime tout risque de contentieux. Je pense que c'est ce que doivent se dire les employeurs quand ils sont sur cette logique pour éviter un mauvais contentieux. D'accord ? Très bien, merci. Alors, on reviendra sur les distinctions entre faute grave et faute lourde quand on traitera justement de la gestion du CDD, du contrat plutôt, et notamment du droit disciplinaire. J'y reviendrai. Merci. Alors, je continue. Je regarde, non, il n'y a pas d'autres questions. Je continue avec une autre question qui était posée par un grand nombre d'intervenants sur le forum, sur la définition du CDD d'usage. Alors, qu'est-ce qu'un CDD d'usage? Eh bien, c'est un CDD, évidemment, qui est conclu pour un motif de recours particulier, qui est un motif qui est que l'employeur, en fait, a le droit, dès lors qu'il est dans certains secteurs d'activité, il a le droit d'utiliser un motif de recours spécifique, qui est le motif contrat pour lequel il est d'usage de ne pas embaucher en CDI. Et donc, c'est un motif de recours à part entière. Je ne sais pas si je suis très claire, mais donc le CDD d'usage peut
peut être employé par certains employeurs qui sont dans certains secteurs d'activité qui sont déterminés par le Code du travail. Exemple, l'hôtellerie et la restauration, les exploitations forestières, les activités d'enquête et de sondage, la réparation navale, j'en passe, hein, il y en a une vingtaine à peu près qui sont prévus par le Code du travail de secteurs d'activité. Et donc, dans ces secteurs-là, si l'employeur se trouve dans ces secteurs, il a le droit d'embaucher donc des salariés avec ce motif de recours parce qu'il est d'usage de ne pas embaucher en CDI. Pourquoi? Eh bien, parce que la plupart du temps, on est sur comment je peux dire, des activités pour lesquels l'employeur ne peut pas savoir d'emblée quelle sera la durée pendant laquelle il aura besoin du salarié, qu'il ne peut pas savoir d'emblée, à la limite, comment je peux dire, les besoins qu'il aura en termes de salariés par rapport à l'activité même de son secteur. Exemple, allez, l'hôtellerie et la restauration, prenez un hôtel. En dehors des questions relatives au tourisme, mais un hôtel ne peut pas savoir d'emblée quel sera son taux de remplissage sur toute l'année. Et supposons un hôtel qui embauche des salariés en extra, enfin des CDD donc qu'on appelle les extras, qui sont des CDD d'usage, tout simplement parce que il a un congrès qui doit se passer chez lui, enfin dans cet hôtel pendant une semaine ou deux, qu'il n'avait pas forcément prévu, et donc du coup, pour les besoins de ce congrès, il pourra embaucher donc des salariés en extra, donc en CDD d'usage, et ça, il ne pouvait pas forcément le prévoir à l'avance, donc on ne peut pas forcément avoir une main-d'œuvre constante sur l'année, mais pour répondre à des pics d'activité qui ne sont pas forcément prévisibles, l'employeur a le droit donc de recourir à ses salariés avec ce motif de recours. C'est ni plus ni moins une forme d'accroissement temporaire d'activité, mais qui est traduit dans le Code du travail par un motif de recours spécifique. Et alors l'énorme avantage, entre parenthèses, de ce motif, c'est que la loi autorise les employeurs à faire un contrat, dans ce cas-là, avec un terme imprécis. Donc ça veut dire que l'employeur peut, au départ, faire un contrat avec une durée minimale, et il pourra prolonger la durée de ce contrat jusqu'à ce que le travail soit terminé, ce qu'il n'est pas forcément en mesure de connaître dès le début du besoin. On est bien d'accord, par contre, Anne, que en plus de préciser les secteurs d'activité, les emplois sont listés aussi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que les emplois correspondent bien justement à la nature même de l'activité. On est d'accord. Donc, ce qui fait que dans l'hôtellerie, il y a plein de métiers. Il n'y a pas que le service. Hein. Oui. Donc, ça sera donc essentiellement, si je prends l'exemple de l'hôtellerie, ça sera les personnes qui travaillent à la réception, ça sera les femmes de chambre, ça sera éventuellement les personnes qui sont au service restauration. Maintenant, la question n'est pas si simple que ça, parce que concrètement, cet afflux de salariés ou ce recrutement qui peut être important parfois de salariés en CDD peut entraîner un accroissement du travail au service administratif ou comptable, et à partir de là, est-ce qu'on peut aussi utiliser le motif usage constant? Ce serait peut-être plus logique de faire un accroissement tout court pour le secteur, enfin, pour les services administratifs. Mais c'est pas simple, hein, je reconnais que c'est loin d'être simple. Mais a priori, effectivement, les emplois concernés sont ceux qui correspondent à l'activité même de l'entreprise qui fait partie de ces secteurs. Oui. D'accord. Alors, j'avais encore un autre point. Qui est là encore pas simple du tout, c'est l'histoire du calcul de l'ancienneté d'un salarié en CDD dont le contrat se poursuit par un CDI. Alors, voilà ce qu'il en est. Distinguons plusieurs situations par rapport donc à la question de la reprise de l'ancienneté du salarié qui a été initialement embauché en CDD et qui est ensuite embauché en CDI. Alors, première situation. Lorsque le CDD est suivi immédiatement par un CDI. La loi là-dessus est assez claire, elle nous dit qu'il y a reprise intégrale de l'ancienneté pour les CDD jointifs. Donc ça veut dire que, supposons un salarié qui a commencé dans l'entreprise le 1er juin 2014, il a eu un premier CDD, puis un second jointif, puis un troisième, puis un quatrième, et aujourd'hui, il est embauché en CDI. Tous les contrats sont poursuivis sans interruption. Il est clair que l'ancienneté du salarié va être comptabilisée à partir du premier jour où il a mis le pied dans l'entreprise, c'est-à-dire, dans mon exemple, le 1er juin 2014. Bon, ça c'est la première chose. La règle est assez claire. Elle est prévue par le Code du travail. Donc,
succession de CDD ininterrompue, ou CDD, suivi immédiatement après d'un CDI, on reprend l'ancienneté. Bon. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse. Alors là, j'ai un écho. Merci Marie. Deuxième hypothèse. Prenons le cas de CDD non jointif. Exemple, un premier contrat du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014. Un second contrat, par exemple, en juillet 2015 jusqu'au 8 octobre 2015. L'employeur souhaite embaucher le salarié à compter du 9 octobre 2015 en CDI. Quelle sera l'ancienneté reprise pour ce salarié? Eh bien, a priori, l'ancienneté du dernier CDD, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'ancienneté depuis son embauche, donc au mois de juillet 2015. Mais l'ancienneté des contrats précédents, qui ne sont pas jointifs, logiquement, n'a pas à être reprise par l'employeur. D'accord? Sauf, attention, vérifions, et vous vérifiez quand même si la question se pose, sauf accord collectif plus favorable, ou voire même dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise et qui reprendraient donc toutes les anciennetés en mettant bout à bout les différents contrats qu'aura pu avoir le salarié dans l'entreprise sur des périodes donc non jointives. D'accord? Donc, a priori, légalement, on va reprendre le dernier contrat en CDD, sauf, je répète, accord plus favorable ou disposition plus favorable dans l'entreprise. Bon. Maintenant, attention, autre hypothèse. Si on a un salarié qui a eu plusieurs CDD successifs, si ce salarié fait requalifier l'ensemble de sa prestation, non, excusez-moi, pardon, mon exemple est trop simple. Supposons qu'il ait plusieurs CDD dans l'entreprise. Ben oui, hein, sinon si c'est trop simple, c'est pas drôle. Hein. Supposons qu'il ait eu plusieurs CDD non jointifs. Mais il fait valoir ce salarié une continuité dans le besoin qu'avait l'employeur sur son poste dans l'entreprise et il obtient une requalification de ces différents CDD non jointifs en CDI. Dans ce cas-là, la jurisprudence nous dit qu'on va reprendre l'ancienneté sur l'ensemble de la période passée en CDD depuis le premier jour où il a mis le pied dans l'entreprise, même si il y a eu des périodes donc d'intercontrat en fait où il n'était pas dans l'entreprise. Maintenant, j'avais une dernière hypothèse, je crois, dans mes petites notes. Non, ben voilà, j'en ai parlé. CDI et CDD. Ah si, voilà. Bien sûr, dernière hypothèse tout de même, on peut la distinguer des trois précédentes. Imaginons donc un employeur qui a embauché un salarié en CDD. Ce dernier s'est terminé, mettons, le 31 août. Et ce même employeur souhaite embaucher ce même salarié en CDI à partir du 1er octobre. L'employeur doit-il reprendre l'ancienneté du salarié acquise lors du CDD qui s'est terminé donc le 31 août? A priori, en tout cas légalement, non. Puisque la loi nous parle de reprise de l'ancienneté dès lors qu'il y a contrat injonctif, c'est-à-dire dès lors qu'il y a CDI qui fait immédiatement suite au CDD. Donc s'il y a eu interruption, l'ancienneté n'a pas à être reprise. Mais attention, bien sûr, à la durée de l'interruption. Si l'interruption est de courte durée, je vois pas ce qui justifierait le fait qu'on ne reprenne pas l'ancienneté. Ça pourrait être considéré comme abusif de la part de l'employeur. Hein. Et attention aussi, bien sûr, aux accords collectifs éventuellement plus favorables et qui reprennent, qui oblige l'employeur à reprendre l'ancienneté même s'il y a eu coupure entre le CDD et le CDI. Voilà pour cette dernière question. Et j'avais aussi à voir, parce que c'était apparu aussi sur les questions du forum, des questions sur la taxation des CDD de courte durée. Alors ça, c'est une question qui va revenir à l'ordre du jour ou qui va peut-être revenir à l'ordre du jour parce que j'ai vu passer tout à l'heure un rapport qui proposerait une taxation encore plus importante des employeurs lorsqu'ils recourent à des contrats à durée déterminée de courte durée. Donc à suivre. Hein. En attendant, en tout cas, effectivement, la loi prévoit
l'obligation pour les employeurs de verser une contribution patronale plus importante lorsqu'ils embauchent des salariés de courte durée. Attention, uniquement lorsque le motif de recours est un motif du type accroissement temporaire d'activité ou bien lorsqu'il s'agit de contrats d'usage. Mais les contrats à durée déterminée de remplacement ne sont pas concernés en principe par cette taxation. Alors, que dit précisément cette mesure qui prévoit donc une taxation pour les CDD de courte durée? On nous dit que, alors, la cotisation patronale d'assurance chômage est portée donc à 7% pour les CDD d'une durée d'inférieure à 1 mois et elle est portée à 5,5% pour les CDD d'une durée comprise entre 1 et 3 mois. Donc voilà ce que dit actuellement la loi par rapport donc à la taxation de ces CDD courts. Mais je précise, je répète, parce que c'était la question du forum, cela ne concerne que les CDD qui sont conclus pour le motif, donc accroissement temporaire d'activité, ou bien pour les CDD d'usage. Autrement dit, pour prendre un exemple, un employeur embauche un salarié pour un CDD pour remplacer une personne pendant une durée de 15 jours, une personne malade, par exemple, pendant une durée de 15 jours, l'employeur, dans ce cas-là, n'est pas concerné par cette taxation, puisque les CDD de remplacement ne sont pas concernés. Là, on est simplement sur, donc je répète, les contrats à durée déterminée pour motif surcroît ou d'usage. Voilà, par rapport aux questions du forum. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres points sur lesquels vous aimeriez revenir, toujours en matière de CDD? On peut se donner encore quelques minutes. Moi, je veux bien. Est-ce qu'il y a eu des jurisprudences et du coup des particularités qui se sont dégagées de cette application du Code du travail dans les administrations? Ah, très bonne question. Là, en l'occurrence, je vous dirais que je vais faire de l'ironie. Le Code du travail ne concerne que les salariés du secteur privé. Très bien. Donc, l'État nous dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Bon, voilà. Donc là, non, on est dans effectivement, les contrats à durée déterminée du secteur public. On est sur vraiment des positions complètement dérogatoires. D'accord. Ok. Autre question, dites-moi. Dites-moi avant qu'on se quitte. Non? Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Il y avait juste une question d'une personne qui demandait si on pouvait enregistrer le Hangout. Et sachez que le Hangout est sur YouTube, qu'on l'enregistre, qu'on le met sur YouTube et que donc vous pouvez le revisionner quand vous voulez. Et toutes les personnes qui n'ont pas pu le voir peuvent le visionner sur la chaîne YouTube du MOOC. Voilà. Bon, bah écoutez, merci Marie. Merci Marie, merci à vous tous, merci aux participants actifs de cette séance, merci beaucoup Nadia, merci aux autres aussi que je vois apparaître. On va s'arrêter pour ce soir donc, et puis je vous dis à la semaine, non pas la semaine prochaine, mais je crois qu'on se retrouve le mardi de la semaine suivante. Je crois que en mémoire, le mercredi 20, on se retrouve, non, le mardi 20, pardon, on se retrouve le mardi 20 pour les questions de la séance de la semaine 3 et de la semaine 4. Donc ça sera un gros hangout sur les questions des semaines 3 et 4. D'ici là, j'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Le professeur MOOC qui n'est pas loin vous embrasse tous très fort. Et je vous dis donc à très très bientôt. Et bonne soirée à vous tous. Merci à vous aussi. Au revoir.